Bien, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer à l'audition de Madame Eliane Houlette, ancienne procureure de la République financière, que je remercie d'être parmi nous. Madame, vous avez été la première à occuper cette fonction de janvier 2014 à juin 2019. Nous avons d'ailleurs entendu votre successeur, Monsieur Jean-François Bonnert, le 20 mai dernier. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses, en fonction évidemment de l'intérêt de notre commission d'enquête pour les thématiques que vous aborderez. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro par ailleurs et à dire « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et du coup, vous avez la parole pour votre intervention liminaire. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de la confiance que vous me témoignez, que vous m'avez témoignée en sollicitant ma réflexion sur le sujet de votre commission d'enquête, les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Quelques mots très rapides sur le parquet national financier, que je vais appeler PNF pour plus de facilité. Il a été créé, comme vous savez, par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, à la suite d'une affaire mettant en cause un ancien ministre du Budget. Il est entré en fonction le 1er février 2014. Il a une double spécificité, une compétence géographique étendue à tout le territoire national et une compétence matérielle limitée aux infractions économiques et financières les plus graves, c'est-à-dire les délits boursiers. C'est une compétence exclusive. Les atteintes à la probité et les atteintes aux finances publiques, c'est-à-dire la fraude fiscale complexe, et c'est pour ces deux types d'infractions, c'est une compétence qu'ils partagent, une compétence concurrente, on appelle concurrente, avec les autres parquets, notamment les parquets des juridictions interrégionales spécialisées. C'est peu dire que les vents lui étaient contraires. Il faisait l'unanimité contre lui, puisque beaucoup de hauts magistrats et l'ensemble des organisations professionnelles de magistrats étaient opposés à ce modèle de justice spécialisée, qualifié de construction compliquée, d'objets juridiques non identifiés, d'outils de communication politique et de coquilles vides. Sa création devait s'accompagner d'une réforme constitutionnelle, portant notamment sur le statut du parquet. Elle n'a jamais vu le jour, et pourtant, la question de l'indépendance du parquet, et singulièrement celle du PNF, est fondamentale, et je vais y revenir. Les moyens humains et matériels du parquet national financier étaient très limités. 5 magistrats en tout, un greffier stagiaire, une secrétaire, 5 ordinateurs, 5 bureaux. J'y fais allusion car cet aspect des moyens n'est pas neutre sur le plan d'indépendance. En 5 ans et demi, il est devenu une institution reconnue sur le plan national et international. La circulaire récente dont le journal Les Échos s'est fait l'écho aujourd'hui, la circulaire récente du 2 juin 2020 de la ministre de la Justice relative à la corruption internationale consacre cette reconnaissance. Cette expérience de 6 années, presque 6 années, qui a été jonchée de difficultés, m'a permis d'appréhender de façon pratique ce que peuvent être les obstacles à l'indépendance de la justice. Le premier obstacle, celui dont découlent tous les autres, mais vous le savez mieux que moi, est d'ordre constitutionnel, bien sûr, puisque en choisissant d'intituler le titre 8 de la Constitution de l'autorité judiciaire, le constituant de 1958 a exclut d'emblée la reconnaissance d'un pouvoir judiciaire à égalité avec le pouvoir législatif et avec le pouvoir exécutif. Ce qui laisse d'ailleurs en suspens la question de la subordination du parquet. Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Au sens de la Constitution, donc la justice n'est donc pas érigée en entité autonome, puisque son indépendance est garantie par le chef de l'exécutif. Ce qui a fait dire au professeur le professeur Carcassonne, autant proclamer que le loup est gardien de la sécurité et de la bergerie.
Et on voit bien que la conception, à travers cette expression, en fait, on voit bien que la conception française de l'indépendance de la justice est ancrée dans l'histoire, et c'est une conception politique et ancrée qui repose sur l'histoire. C'est donc un manque de l'exécutif, le ministre de la Justice, qui prépare les lois, qui en surveille l'application, qui gère la carrière des magistrats, qui assure leur discipline, propose le budget de la justice au Parlement et alloue les crédits, décide d'allouer les crédits entre les cours d'appel. Et le poids de l'exécutif se fait aussi ressentir sur la formation des juges, puisque le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature est composé de membres qui sont tous désignés par l'exécutif, par le ministre de la Justice, à l'exception, bien sûr, du président de ce conseil et du vice-président, qui sont les chefs de la Cour de cassation. En réalité, l'organe constitutionnel qui concourt à l'indépendance de l'autorité judiciaire est le Conseil supérieur de la magistrature, puisque la carrière et la discipline des magistrats sont partiellement soumises à son contrôle. Et se pose d'ailleurs la question de la composition de cet organe et de son indépendance à l'égard notamment du pouvoir syndical. Mais je vais aborder directement la question de l'indépendance du parquet. En France, l'indépendance du parquet est régulièrement mise en cause à l'occasion d'affaires pénales retentissantes à caractère politique. Et à travers ces affaires, c'est toujours le poids de l'exécutif sur la justice pénale qui est en débat. Et le champ de compétences du PNF l'expose particulièrement car il concerne les lieux de pouvoir, que ce soit des lieux de pouvoir politique, économique ou administratif. Et il me semble donc essentiel que les magistrats qui assurent la répression de cette criminalité économique et financière échappent à toute forme de suspicion. L'ordonnance de 1958 place, vous le savez, les magistrats du parquet sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette soumission hiérarchique au ministre de la Justice n'était pas incompatible avec le principe d'indépendance des magistrats. Pour reprendre l'expression d'un professeur de droit public, Madame Le Théron, l'indépendance s'exerce donc dans la dépendance. Et je partage totalement son analyse. Le principe de l'indépendance est posé, mais c'est une indépendance sous contrôle. Le parquet, c'est une réalité objective, est sous le contrôle du pouvoir exécutif. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Justice concentre l'élaboration de la loi pénale, la définition de la politique publique répressive et le pouvoir de nomination. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique pénale par le biais des instructions générales données aux procureurs et aux procureurs généraux, lesquels les adaptent à leurs ressorts respectifs. L'organisation du ministère est inchangée depuis des décennies. La direction des affaires criminelles et des grâces conçoit et prépare les textes, elle suit l'action publique et la direction des services judiciaires gère toute la carrière des parquetiers. De cette organisation, on voit bien de cette organisation régalienne, verticale, de ce pouvoir direct ou plus diffus de l'autorité hiérarchique, résulte nécessairement ce que certains ont appelé une culture de soumission, ou, je préfère ce terme, une culture de dépendance. Pourquoi ? Parce que l'indépendance, ça n'est pas seulement une question d'individu et de caractère, c'est une question de système. Et un système dans lequel le processus décisionnel n'est pas transparent et formalisé favorise la perte de repères chez les décideurs. Qu'il s'agisse du suivi de l'action publique ou de la gestion des carrières, pour ce qui concerne donc le parquet, les processus manquent de transparence. Et la transparence engendre la suspicion. Le parquet est suspecté de manquer d'indépendance par les avocats, par le public, par la presse, par ses membres eux-mêmes, à l'intérieur même du parquet, lorsque les choix du procureur ne leur conviennent pas. Le parquet est critiqué par les instances internationales, et cela porte atteinte à la confiance que l'on doit avoir dans le ministère public. Il faudrait, à mon sens, réinventer la justice dont l'organisation ne correspond plus aux exigences d'une justice moderne. Les avancées du droit par l'intermédiaire de la Cour européenne des droits de l'homme, les exigences d'efficacité et de démocratie nécessitent une transformation. Et la subordination du parquet au garde des Sceaux
nuit au traitement pacifié des affaires, en particulier celles qui concernent le monde politique. La question de son indépendance perturbe le fonctionnement de l'institution tout entière. Je pense que la création du parquet européen a ouvert la voie sur ce point et tôt ou tard devrait entraîner un changement. Et il serait souhaitable, à mon sens, qu'il intervienne rapidement, car à trop tarder à agir, le manque de confiance dans les institutions devient de la défiance et peut aboutir à la révolte. C'est, me semble-t-il, ce que nous ont enseigné les crises récentes qui ont traversé notre pays et le monde dernièrement. Alors, de façon pratique et concrètement, le sentiment de dépendance, je l'ai éprouvé dans l'exercice de mes fonctions. Et d'emblée, je dois vous dire qu'aucun des 4 gardes des Sceaux qui se sont succédés de 2014 à 2019, j'ai quitté mes fonctions le 30 juin 2019, ou leurs collaborateurs immédiats, ne m'a interrogé ou ne m'a incité à agir ou à ne pas agir dans des dossiers particuliers. Je n'ai jamais subi de pression directe de la part d'un ministre de la Justice. Mais la pression que j'ai pu ressentir, en dehors de celle de la presse, qui s'est intéressée de très près aux affaires du PNF, s'est manifestée de manière plus indirecte ou plus subtile, à travers le rôle du parquet général dans le contrôle de l'action publique du parquet national financier. Et j'ai aussi éprouvé le poids de l'exécutif dans l'affectation des moyens humains et matériels de ce parquet très spécialisé, ou hautement spécialisé, pour reprendre les termes de la circulaire du 31 janvier 2014. Il y a 2 dimensions dans l'action publique. La première concerne son exercice, qui relève de la seule responsabilité du procureur de la République. Et la seconde est relative à la place du parquet général par le biais des instructions générales et des demandes de rapports particuliers. Et ce sont elles qui posent problème et qui peuvent constituer une entrave à l'indépendance. Sur ce point, la position du parquet du procureur de la République financier est spécifique, puisque si l'on se réfère aux critères fixés par la circulaire du 31 janvier 2014 qui qui définit les relations entre le garde des Sceaux et les parquets, si on se réfère aux critères posés par la circulaire, presque tous les dossiers, ou je pense la totalité des dossiers suivis par le PNF, répondent à l'un ou plusieurs de ces critères. Or, du fait de sa compétence nationale, le ressort du procureur de la République financier est plus étendu que celui de l'autorité hiérarchique sous laquelle il est placé, c'est-à-dire le procureur général de Paris. Le procureur financier informe donc le procureur général de Paris d'affaires particulières qui se déroulent dans d'autres ressorts que celui de la Cour d'appel de Paris. La question se pose, me semble-t-il, de la légitimité du procureur général de Paris pour solliciter des informations sur des faits qui ne concernent pas son ressort. Et le Code de procédure pénale ne résout pas cette difficulté. Il prévoit que le procureur général de Paris anime et coordonne en concertation avec les autres procureurs généraux la conduite de la politique d'action publique pour l'application de la compétence concurrente. Mais les conflits de compétences concurrentes sont rares. Il y en a eu quelques-uns au début, mais depuis non. Et il n'y a pas besoin de coordination puisque la compétence du procureur de la République financier s'étend à tout le territoire national. Et le problème, c'est que à travers les instructions générales et les rapports particuliers, le procureur général s'arroge un droit de regard sur la conduite et les choix d'action publique des procureurs de la République. En tout cas, je ne parle qu'en mon nom, mais du procureur de la République financier. Et ce droit de regard est omniprésent. Il se traduit par des demandes de rapports, des copies de réquisitoires définitifs dès qu'ils sont transmis au juge d'instruction, des demandes de précision. Et lorsqu'une personnalité politique est mise en cause, le contrôle est extrêmement étroit. Je l'ai personnellement vécu, c'est-à-dire avec des demandes, parfois 2 ou 3 demandes dans la même journée, demandes de renseignements, de synthèse d'audition, la presse se fait l'écho de
d'une perquisition à tel endroit, merci de bien nous dire avant telle heure les résultats de cette perquisition, etc. Donc c'est un contrôle, quand je dis que c'est un contrôle étroit, c'est un contrôle qui est extrêmement étroit. Et dans une affaire, il m'a même été suggéré de modifier les termes d'un communiqué. Vous savez que nous avons l'obligation, les procureurs ont l'obligation de transmettre, de faire parvenir au garde des Sceaux, c'est ce qui est normal, le communiqué qui destine aux agences de presse. Et donc la voie habituelle et la seule voie, c'est de passer par le parquet général, ce que j'ai toujours fait. Et donc on m'a demandé de modifier les termes d'un communiqué, ce que je n'ai pas fait, puisque l'article 11 autorise le procureur de la République à communiquer, mais il n'autorise que le procureur de la République. On ne peut pas, c'est pas envisageable que quelqu'un d'autre communique à la place du procureur de la République. Il informe le garde des Sceaux, évidemment via le parquet général, mais sa libre communication fait partie de son indépendance. Et donc, la question qu'on peut se poser en réalité, c'est pourquoi ce droit de regard du procureur général sur l'action publique à travers des affaires particulières? Comment l'interpréter? Est-ce qu'il agit pour lui? Est-ce qu'il agit pour quelqu'un d'autre? Ce contrôle de l'action publique laisse la possibilité en fait d'une intervention dont on ne connaît pas la profondeur des motivations et ça nuit véritablement à l'indépendance. Et sur ce point, je voudrais dire que le fonctionnement de la remontée d'informations m'est apparu empreint d'archaïsme. Il me semble que peu de choses ont changé depuis l'époque où j'étais, l'époque lointaine, où j'ai pu être moi-même jeune magistrat à la chancellerie. Les rapports individuels existent dans la même forme. La dématérialisation des échanges a accéléré les demandes et les délais de transmission des réponses, puisque au rapport formel écrit s'ajoutent les comptes rendus et les échanges par messagerie électronique. Alors, la circulaire de 2014 prévoit que les parquets généraux puissent apporter leur assistance juridique et technique au parquet de première instance. Je n'ai pas le souvenir que le parquet général de Paris nous ait apporté sa réflexion juridique ou technique sur un dossier. Sans doute, probablement parce qu'il n'était pas outillé pour apporter son expertise à un parquet aussi spécialisé que le nôtre. Et au contraire, les demandes de rapports circonstanciés et de précision ont été un accroissement considérable de la tâche pour les magistrats du PNF. Dans certaines affaires, entre la pression de la presse et celle du parquet général qui faisait des demandes incessantes de renseignements ou la tâche était extrêmement lourde. Et dans ce cas, nous n'avons que la loi à laquelle nous raccrocher. Que dit la loi? Que dit la loi? Que devons-nous faire? Et il me semble que lorsqu'on demande un rapport sur une affaire particulière, on devrait être en mesure d'indiquer les raisons et les origines de la demande. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Qui interroge? Pour quel motif? Et ce manque de transparence, finalement, il aboutit à ce que finalement, le problème est moins dans les interventions que dans le doute qui laisse planer. Et c'est un véritable sujet. Alors, on justifie parfois la remontée d'informations par l'obligation pour le garde des Sceaux de rendre compte de la politique pénale, notamment au Parlement. Et c'est bien là le cœur du problème. C'est qu'en réalité, il n'existe pas de distinction dans la loi entre ce qui relève de l'action pénale, de la politique pénale, et ce qui relève de l'action publique. Et en confondant les deux, politique pénale, action publique, on légitime la remontée d'informations et le lien hiérarchique. Ça me semble être extrêmement important. Et cependant, la politique pénale, c'est une politique publique répressive qui est par définition, je reprends les termes de la circulaire du 31 janvier 2014, elle est par définition générale et impersonnelle. Est-ce que les rapports sur les affaires particulières permettent de penser la politique pénale? A-t-on besoin de connaître ce qu'il y a dans un dossier particulier pour construire une politique pénale?
Les rapports particuliers ne me semblent pas être exploités dans cet objectif, et plutôt dans celui de l'information de la chancellerie. Parce que les phénomènes criminels, les problématiques d'ordre sociétal, les difficultés procédurales que l'on peut rencontrer, l'évolution de la criminalité dans certains ressorts, font l'objet d'un rapport annuel qui est dressé chaque année par les procureurs, adressé aux procureurs généraux qui en font une synthèse et qui l'adressent au garde des Sceaux. Ces synthèses me semblent suffire à la réflexion ou à la définition d'une politique pénale. Et est-ce que rendre compte, l'éventualité de devoir rendre compte au Parlement ou à la presse d'une affaire particulière justifie le degré de précision qui m'a bien souvent été demandé? C'est une question que je vous pose, mais ça me semble être le nœud du problème. Et cette organisation verticale administrative est un frein à l'indépendance et à l'action. Elle empêche les procureurs de la République d'être libres et audacieux dans leur choix d'action publique. Leur carrière dépend de leur relation avec leur hiérarchie, donc de l'exécutif. Et la dépendance est là, bien sûr. Car si le procureur de la République refuse ou ne suit pas les préconisations ou les suggestions du parquet général, est-ce que sa carrière ne va pas en pâtir? Sa réputation sera à tout le moins entamée. Forte tête, mauvais caractère. Et c'est une réelle difficulté. En maîtrisant la carrière du parquetier, l'exécutif pèse, en fait, consciemment ou non, sur la liberté d'action publique des magistrats du parquet. Car, en fait, dans un système qui ne favorise pas l'indépendance, ceux qui en font preuve sont à la marge et sont marginalisés, en fait. Je crois que... Alors, quelques mots que je voudrais dire sur également en ce qui concerne l'indépendance, sur les choix de procédure de l'ouverture d'informations, le choix d'ouverture d'informations ou le choix d'enquête préliminaire. Dès mon arrivée à la tête du parquet financier, j'ai fait le choix de n'ouvrir d'informations que dans des circonstances précises. Pourquoi? D'abord, pour revendiquer et pour assumer l'indépendance du PNF dans la conduite des enquêtes, et également pour limiter la durée des procédures. Vous savez que, particulièrement en matière économique et financière, les procédures sont très longues, et c'est un reproche que l'on a fait très souvent à propos de cette justice. Mais lorsqu'il n'ouvre pas d'informations judiciaires, le parquet est toujours suspecté, en raison de son lien organique avec le ministre de la Justice. L'audition de l'association Anticorps que j'ai pu regarder en vidéo en témoigne d'ailleurs. On soupçonne très rapidement une intervention, lorsque le parquet classe une procédure et qu'il n'ouvre pas d'information, on soupçonne très rapidement une intervention du pouvoir exécutif. Et ce soupçon, tout le monde l'utilise. Les avocats, les médias, la société civile, les collègues eux-mêmes. Et donc, pour y échapper à ce soupçon et pour échapper à toute critique, certains procureurs de la République prennent le parti d'ouvrir une information judiciaire dans des affaires qui mettent en cause une personnalité politique ou un parti politique. À mon sens, c'est l'aveu même que, quoi qu'il fasse, le système actuel ne permet pas au parquet de revendiquer son indépendance. Et il n'est pas normal que la question de l'indépendance détermine le choix de l'action publique, le choix procédural qu'on adopte. Alors, on peut rétorquer que l'information judiciaire, bien sûr, permet l'exercice de contradictoire. C'est souvent ce qu'on dit, l'exercice du contradictoire, car les avocats des mises en cause et des parties civiles peuvent accéder au dossier. Dès mon arrivée, là encore, j'ai souhaité que le parquet national financier développe une phase de contradictoire à l'issue de toutes les enquêtes préliminaires qu'il conduit. J'ai souhaité que nous repensions nos relations avec les avocats qui sont nos premiers partenaires de justice. Tout au long de l'enquête, les magistrats s'entretiennent librement avec les conseils des personnes suspectées ou des parties civiles qui en font la demande. Et
la transparence dans un état de droit est une vertu, surtout lorsqu'on on a les pouvoirs qui sont les nôtres en matière d'enquête préliminaire. Les avocats doivent être informés dans la limite du secret de l'enquête, bien entendu. Et donc, c'est la conception que j'ai, qui est celle, je crois, du parquet financier. Cela étant, cette conception de l'action publique a ses limites. J'en fais la cruelle expérience actuellement, puisque je fais l'objet d'une enquête pour avoir échangé avec un avocat. Mais voilà, je recommencerai demain si ça devait être le cas, puisque je pense qu'il est plus honteux de se méfier d'un avocat que d'être trompé par lui parce qu'il n'aura pas respecté le secret. Mais en tout cas, on n'a pas à se méfier de nos premiers partenaires de justice qui sont les avocats. Et c'est réellement, je crois que les avocats et des parties civiles comme des mises en cause ou des personnes suspectées ont toujours reçu un accueil ouvert et attentif au parquet national financier. Mais vous voyez, ce mode de fonctionnement nuit à l'indépendance. Et je pense que la meilleure façon d'en sortir, c'est de revoir le statut du parquet et de clarifier les relations par la loi entre les procureurs et les procureurs généraux. Refonder les relations entre les parquets et la chancellerie, séparer ce qui relève de la loi au sens large et ce qui relève de l'action publique. Elle pourrait être confiée, moi je suis favorable à un procureur général de la nation, ou qu'on peut appeler autrement un chancelier, qui serait chargé de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le garde des Sceaux. Le ministère de la Justice devrait être le ministère du droit. Il pourrait être d'ailleurs le jurisconsulte des autres ministères. Et le procureur général de la nation pourrait être désigné par le Parlement sur une liste de magistrats. C'est à penser, évidemment, et je ne suis pas là pour penser à la place du législateur. Mais voilà, il y a plein de pistes, et l'idée du procureur qui sont ouvertes, et l'idée du procureur général de la nation a déjà été avancée par l'ancien premier président et juge constitutionnel Guy Canivet, par l'ancien procureur général de la Cour de cassation, M. Marin, par le professeur de droit international, M. Serge Su, enfin bon, beaucoup de réflexions d'universitaires et de hauts magistrats qui vont dans ce sens. J'ai aussi éprouvé une entrave à mon indépendance en ce qui concernait l'affectation des moyens. Je ne veux pas retenir votre attention trop longtemps parce que je sais que vous voudrez me poser des questions, mais il faut quand même avoir conscience que la carrière d'un magistrat du parquet se fait par des décisions successives de l'autorité administrative, puisque toutes les nominations, y compris celles des procureurs de la République, des procureurs généraux et des avocats généraux à la Cour de cassation, sont proposées par le ministre de la Justice. Au regard de l'indépendance, ce poids de l'exécutif est peu pondéré finalement par le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne donne qu'un simple avis sur ces nominations. Et moi, personnellement, j'ai ressenti le poids de l'exécutif à l'occasion de demandes d'effectifs supplémentaires et de moyens matériels. J'ai un exemple en tête très clair. Hein. L'étude d'impact qui avait été réalisée en 2013, au moment de la préparation de la loi du 6 décembre qui créait le PNF, l'étude d'impact fixait, je crois, de mémoire, à 22 magistrats, 21 fonctionnaires de greffe, et 5 assistants spécialisés, les effectifs de ce parquet spécialisé, dont on avait effectué la charge à 263 dossiers en vitesse de croisière. Je crois qu'il en gère 570 en ce moment et ils sont 18 magistrats. Et les effectifs devaient évoluer en fonction de la réalité de l'activité et du rythme de montée en puissance du parquet. Et en m'appuyant sur ce document public, j'ai sollicité au fur et à mesure de l'évolution de l'activité et de la montée en puissance du parquet, des effectifs supplémentaires spécialisés. Et au mois de janvier 2017, alors que je venais d'établir un bilan détaillé un rapport sur les trois années d'activité du PNF, la réponse du ministère à une demande supplémentaire d'effectifs, ça a été le déclenchement d'une inspection, malgré ma position sur le caractère inopportun et inutile de cette mesure. Je n'ai d'ailleurs jamais eu les communications des conclusions de l'inspection. Mon engagement n'a pas été entamé, mais j'ai ressenti
réellement cet épisode comme une immixtion dans le fonctionnement du parquet national financier et surtout comme une atteinte à son indépendance, car les moyens nécessaires à la conduite de certains dossiers ne permettaient pas les enquêtes d'envergure que j'aurais pu envisager. Bon, je ne veux pas vous ennuyer avec également des initiatives modernes de gestion, notamment un applicatif que nous avions demandé, dont il nous a été refusé parce que voilà, il ne s'intégrait pas dans le modèle unique prévu par la chancellerie. Et je voudrais terminer en disant que pour moi, la notion d'indépendance est extrêmement liée à la sécurité juridique. Et la compétence juridique, en particulier pour tout ce qui concerne les contentieux spécialisés, est absolument essentielle. Ce qui fait la force, c'est la connaissance du sujet. Et le recrutement des assistants spécialisés, des juristes assistants du parquet national financier comme des magistrats est quand même empreint de lourdeur administrative, puisque c'est le ministre, via la direction des services judiciaires bien sûr, qui décide lui-même de la pertinence du recrutement et du choix des personnes. Voilà. Tout ceci ont été autant d'obstacles, me semble être autant d'obstacles à l'indépendance de l'autorité judiciaire, et en tout cas à celle des procureurs, du procureur de la République financière que j'ai été. Merci. Je ne sais pas, si on dit Madame la procureure honoraire, c'est le terme consacré, pour votre propos liminaire fortement nourri, y compris d'exemples. Moi, j'ai quelques questions pour bien comprendre le fonctionnement du PNF, qui effectivement est au cœur de la circulaire de 2014 sur la remontée d'informations, pour le dire comme ça. Et effectivement, je crois que 100% des dossiers cochent au moins une case, un critère qui justifierait une remontée d'informations. Et pour autant, vous nous avez indiqué que vous n'avez pas fait remonter 100% des dossiers à la chancellerie. Mais par contre, il y a eu des demandes en fonction des types de dossiers. Moi, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Dans l'audition d'Anticor à laquelle vous avez fait référence, il nous est indiqué qu'entre votre départ et l'arrivée de votre successeur, il y a eu une intérim du parquet national financier, et que pendant cet intérim, il a été pris des décisions, notamment une décision de classement sans suite dans une affaire que l'on pourrait qualifier de sensible au sens de la circulaire de 2014, pour reprendre cette référence. Est-ce que c'est habituel? Bon, je crois que c'est la première intérim du parquet national financier, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de vacances. Mais est-ce que c'est le fonctionnement normal qui est ce genre d'intérim? Et est-ce que c'est normal que pendant des intérims, des décisions aussi lourdes de sens qu'un classement sans suite dans une affaire sensible interviennent? Monsieur le Président, je crois deviner l'affaire à laquelle vous faites référence. Sur l'intérim, je n'étais pas d'accord avec ça a été une décision de la procureure générale de Paris. Je n'étais pas d'accord avec cette décision, je le lui ai dit. C'est une décision d'estimer que son autorité hiérarchique justifiait. Vous savez, habituellement, lorsque un chef de juridiction, le Code de l'organisation judiciaire d'ailleurs, n'a pas envisagé précisément ce point, mais il prévoit le cas de vacance d'un poste de chef de juridiction. Généralement, c'est le procureur adjoint ou le vice-président adjoint le plus ancien ou la personne que le procureur a désignée avant son départ. C'est ce que je souhaitais faire, bien sûr. Mais voilà, la procureure générale en a décidé autrement, contre mon avis. Voilà, et donc c'est je ne pensais pas personnellement une bonne chose dans la mesure où je crois qu'il y a eu un intérim qui a été fait par 2 avocats généraux, et c'était 2 avocats généraux qui étaient dédiés au contentieux économique et financier à la Cour d'appel au parquet général de Paris. Donc finalement, à travers cet intérim du procureur de la République financier, ils avaient accès à toutes les procédures du parquet financier, et ils auraient pu, si on leur avait demandé, renseigner sur toutes les procédures, tous les actes qu'il y avait dans les enquêtes.
je ne pensais pas que c'était opportun. Et d'autant que le parquet financier est un parquet hautement spécialisé. C'est une organisation humaine avec ses faiblesses, probablement comme toutes les organisations humaines, mais je pouvais parfaitement désigner un des procureurs adjoints ou un autre magistrat charpenté pour assurer l'intérim. Je m'en étais ouvert à certains collègues pour demander comment ça s'était passé pour eux lorsqu'ils avaient quitté leur poste précédent, des collègues chefs de juridiction. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient désigné eux-mêmes, avant de partir, la personne qui assurait leur intérim. Mais voilà, ça a été la décision de la procureure générale. Une autre question, dans les affaires qui ont pu défrayer la chronique, et c'est peu de le dire, il y a quand même eu un candidat à l'élection présidentielle qui a fait l'objet d'une instruction, d'une ouverture d'enquête par le parquet national financier, suite à des révélations dans la presse, le Canard enchaîné pour être précis d'ailleurs, à ce moment-là. On vous a fait, vous, le parquet national financier, hein, pas vous personnellement, mais le procès finalement inverse de celui qu'on fait à la justice d'habitude, en disant la justice est allée très vite pour Monsieur Fillon. L'enquête a été très rapide, l'ouverture d'enquête rapide, l'enquête rapide. Quel est votre sentiment là-dessus et est-ce que, à ce moment-là, le parquet général a pu être d'une aide, notamment pour faire face à la pression médiatique, puisqu'elle était évidente, à la pression politique au sens public. Je veux dire, il était candidat à l'élection présidentielle, il a voulu s'en défendre, et c'est normal, toute personne a droit à sa défense. Comment on gère un moment aussi sensible dans une période aussi sensible? C'était compliqué. C'était compliqué, mais je vais essayer de répondre posément. Lorsque le parquet national financier a été créé, parce qu'on considérait que la justice économique et financière en France manquait d'efficacité. Et le reproche principal qu'on faisait à ces dossiers, qui étaient tous confiés à des juges d'instruction, c'était la lenteur des procédures. Parce que, bien entendu, en matière économique et financière, les personnes qui sont suspectées ou mises en cause, et c'est une réalité dont il faut avoir bien confiance, ont des avocats qui utilisent, et c'est tout à fait normal, mais toutes les voies de recours et qui utilisent les armes que leur offre le Code des procédures pénales. Donc chaque acte de l'instruction est attaqué. Donc qui dit voie de recours dit cour d'appel, qui dit ensuite cour de cassation. Donc ça ralentit énormément les délais. Et donc, lorsque je suis arrivée, je me suis dit qu'il fallait lutter contre ce temps qui détruit et qui nuit en fait à la qualité, qui nuit à la justice et qui nuit à la qualité des dossiers, qui fait disparaître, les faits deviennent ensuite évanescents, qui entraînent une certaine évanescence. Et donc, j'ai décidé qu'on ouvrirait très peu d'enquêtes, qu'on ouvrirait très peu d'informations judiciaires et plutôt des enquêtes préliminaires. Et pour vous donner un aperçu, lorsque le parquet financier est entré en fonction, nous avons une centaine de dossiers qui nous avaient été transférés, 80% étaient suivis, faisaient l'objet d'informations judiciaires, le 20% d'enquêtes préliminaires. Aujourd'hui, c'est la courbe inverse. 80% des affaires du PNF sont l'objet d'enquêtes préliminaires, 20% d'informations judiciaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que, contrairement aux autres parquets, c'est très très important d'avoir à l'esprit, le parquet financier, il a une compétence matérielle limitée. Les parquets de droit commun doivent gérer une multitude d'infractions, dont les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, et il y a un contentieux de masse, qu'on appelle le contentieux de masse à gérer, qui prend beaucoup de temps. Et donc les magistrats peuvent moins se consacrer à l'étude des affaires économiques et financières. Le parquet financier avait été créé pour ça. Donc le rôle des magistrats, le rôle des
c'était de suivre et d'avoir un suivi très, très précis des enquêtes préliminaires confiées à des services de police spécialisés. Et par ailleurs, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, non, mais donc, pas de contentieux de masse, suivi étroit, donc, suivi étroit des... Mais je vais revenir, je vous le dirai parce que c'est très important. Et donc, voilà, il fallait avoir une conception dynamique de l'action publique. Et donc, pratiquement tous nos dossiers ont été suivis en enquête préliminaire. Et quand on a eu, j'ai un souvenir très fort en 2016, je crois, quand l'affaire des Panama Papers a été révélée par la presse, le lendemain, le jour même de la révélation, on ordonnait une enquête. Et le lendemain, on perquisitionnait la Société Générale. Il fallait être réactif sur l'action publique. Et donc, voilà, c'était un parti pris de vouloir... Et oui, voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui me paraît très important aussi, c'est que pourquoi les magistrats du parquet travaillent avec les mêmes outils que les juges d'instruction. Le code des procédures pénales et des services de police, et le parquet financier, les services de police spécialisés. Donc, voilà, je pense que, sauf quand on a besoin de mesures coercitives particulières, contrôle judiciaire, détention provisoire, ou des enquêtes, des écoutes téléphoniques qui vont durer très longtemps, ou un problème de droit, par exemple, sur des écoutes téléphoniques, quand une enquête a pour origine des écoutes téléphoniques, on sait que ces écoutes, la validité des écoutes va être attaquée, donc il vaut mieux ouvrir une information judiciaire parce qu'en Suisse, la chambre de l'instruction sera saisie et c'est elle qui dira. Mais il faut une raison juridique. Moi, voilà, ma conception, c'était celle-ci. On ouvre quand on a une raison juridique. On n'ouvre pas par confort. On ouvre parce qu'on a une raison juridique d'ouvrir une information. Voilà, c'est ça qui me guidait. Et donc voilà, c'était un parti pris. Et donc, effectivement, dans l'affaire à laquelle vous faisiez référence, Monsieur le Président, j'ai fait la même chose. Nous sommes posés les mêmes questions que tout le monde pouvait se poser. Sur le plan juridique, y a-t-il une infraction? Pouvons-nous ordonner une enquête? Avons-nous des éléments qui nous... Hein? Oui, que dit la loi? Voilà. Concrètement, comment ça se fait? Mais le plus difficile, ça a été de supporter... Pardon, Monsieur le Président, je vous ai interrompu, je vous prie de m'excuser. Le plus difficile, franchement, c'est été de gérer en même temps la pression des journalistes, mais bon, ça, on peut s'en dégager. Bon, moi, je n'avais pas de contact avec eux, mais bon, et je ne me lisais plus les journaux. Mais la pression, et surtout la pression du parquet général, parce que quand vous faites, je regardais j'ai mis un peu sur une fiche, je regardais les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation, les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11 heures, les demandes de précision, les demandes de chronologie générale, tout ça à 2 jours d'intervalle, ou à 3 jours. Demande d'éléments sur les auditions, demande de notes des conseils des mises en cause. Et les rapports que j'ai adressés, je les ai relus avant cette audition. C'était des rapports qui étaient circonstanciés. Il y avait un rapport qui faisait 10 pages. Dans un rapport de 10 pages, précis, clair, voilà. Donc, réunion, j'ai été convoquée au parquet général je suis allée avec 3 de mes collègues d'ailleurs, parce que le choix de procédure, le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale, c'est-à-dire d'ouvrir une information. Et d'ailleurs, j'ai reçu une dépêche du procureur général en ce sens. Nous avons ouvert une information pour des raisons qui sont des raisons de procédure uniquement, tenir à la prescription. Mais demande de date d'audition, demande de précision sur les perquisitions en cours, demande de précision sur les réquisitions supplétives. Donc, vous voyez, on ne peut que se poser des questions. Quoi. Mais c'est un contrôle très étroit, et c'est une pression très lourde. La décision initiale d'ouvrir l'enquête, elle n'est pas de la demande du parquet général. Non, c'est une décision du parquet national financier. Jamais. Et cette décision, concrètement, comment ça se passe? Ça arrive dans le Canard enchaîné, vous réunissez, il y a une réunion d'équipe et... Non, Monsieur le Président, je vais vous dire très clairement comment ça s'est passé. Je crois que le Canard enchaîné paraît le mercredi matin.
Le mardi soir, j'ignorais à l'époque, on pouvait aller chercher le canard enchaîné le mardi soir sur le lieu du journal. Bon. Et simplement le mardi soir, mon secrétaire général, le secrétaire général du parquet financier est venu me voir en me disant voilà, il y a un journaliste qui m'a appelé, il paraît que dans le canard demain, voilà. Je dis écoutez, bon, on verra, lisons, attendons. Et le lendemain de ce jour, un de mes procureurs adjoints et des procureurs adjoints est arrivé avec le journal. Nous avons regardé toutes les deux en disant oui, il y a vraiment des éléments troublants, avec autant d'éléments et autant de faits faciles à vérifier. Là, et j'ai ordonné l'enquête. Ça s'est passé exactement comme ça. Et j'ai d'abord téléphoné au procureur de la République de Paris parce que j'étais en compétence concurrente avec lui. C'était une compétence concurrente, atteinte à la probité. Il m'a dit, pas de problème, tu ouvres l'enquête, aucun problème, des relations de parfaite entente. Et j'ai immédiatement j'ai ouvert l'enquête et j'ai immédiatement téléphoné, ce qui était très rare que je le fasse, au procureur général, nous avons pris connaissance de cet article, j'ouvre une enquête. Voilà. Ça s'est passé exactement comme ça. Et tous les dossiers dans lesquels nous avons ordonné des enquêtes, ça a toujours été à l'initiative. Mes collègues venaient me voir, me demandaient le feu vert, et voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Jamais. Autrement. Avant de laisser la parole à mon collègue rapporteur Didier Paris, j'ai du coup une question. Alors, je ne sais pas si vous aurez facilement la réponse, mais peut-être votre appréciation. On voit ô combien, pendant les périodes de campagne électorale, le fait judiciaire vient modifier le cours de l'élection. Bon. On pourrait se dire en même temps, quand l'infraction est constituée, ou si on pense qu'elle est constituée, c'est normal qu'on ouvre une enquête. Mais pensez-vous qu'il faille une période de suspension de l'action judiciaire pendant la campagne officielle qui reprendrait après, ou comment on pourrait essayer de mieux cadrer pour éviter que... Parce que là, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous avez les faits parce que la presse en rend compte, mais les faits peuvent remonter jusqu'à il y a plusieurs années, dans les faits qui étaient reprochés à M. Fillon. D'ailleurs, vous avez parlé vous-même de la prescription, qui était un élément de droit... C'est-à-dire, il y avait une loi vous savez, au mois de février 2017, 4 février, je crois, c'était une loi de procédure qui avait, à l'initiative du Parlement, qui avait modifié la prescription en matière notamment pour les délits occultes. Et donc, le délai de prescription, on ne pouvait pas remonter dans le temps au-delà de 12 ans. Et comme les périodes considérées étaient plus lointaines, donc est-ce qu'il fallait est-ce que la mise en mouvement de l'action publique, c'était l'ouverture d'informations ou l'enquête? J'avais un doute sur ce point, et donc par souci de sécurité juridique, j'ai préféré ouvrir une information judiciaire. Parce qu'on pourrait imaginer, c'était aussi l'objet des travaux du rapporteur dans le cadre d'une autre mission d'information, que la presse veuille, peut-être dans le bon sens, mais instrumentaliser l'action judiciaire en révélant des éléments délictuels à un moment précis. Est-ce que le fait que ce soit un moment précis, en l'occurrence une campagne électorale, comment on peut gérer ça? Est-ce que c'est possible de le gérer? C'est la loi, Monsieur le Président, qui permet de gérer ça. Un magistrat n'est soumis qu'à la loi. Que dit la loi? La loi, nulle part dans la loi, il est indiqué que si le Parlement décide un jour de dire 3 mois avant le début d'une campagne électorale ou 4 mois, on ne peut pas... Très bien, mais ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a un usage qui n'est qu'un usage. Un usage ne saurait être supérieur à la loi, mais un usage qui consiste à dire, qui consiste pour les services de police, je crois, à dire que, et c'est pour les parquets peut-être aussi, que dès lors que la campagne électorale est ouverte, les actes coercitifs, etc., n'ont pas lieu. Mais la campagne est 6 semaines, je crois, je n'ai pas les dates exactement, avant l'élection. Mais pour l'affaire dont vous parlez, c'était bien avant l'ouverture de la campagne électorale.
magistrat, il n'a que la loi pour guide. Il n'a que la loi pour guide. Il n'est soumis qu'à la loi. Et heureusement, bien sûr. Mais voilà, donc j'explique simplement mon raisonnement. Et on a bien regardé, on a vérifié. C'est la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Je vais laisser la parole, merci Madame la procureure honoraire, je vais laisser la parole au rapporteur Didier Paris. Il a la main. Merci Hugo, merci Président. Merci à vous, Madame Houlette, Madame la procureure nationale. Je trouvais vos propos liminaires très denses, très intéressants, et comme on dit habituellement, assez cash, assez direct. Et c'est finalement ce qu'attend la commission d'enquête, c'est-à-dire on n'est pas là pour tourner autour de sujets. Ça m'amène à quelques questions et puis après à quelques ouvertures. Première question, vous dites, mais c'est par rapport à vos propos, vous dites, pendant ma carrière, j'ai jamais subi de pression ou quelque chose d'équivalent, on m'a jamais donné d'injonction particulière. C'était mon rôle de procureur de la République, procureur de la République et ensuite procureur national financier, mais j'ai cru comprendre que pour l'affaire Fillon à laquelle vous faisiez référence, vous avez eu à rendre compte du choix procédural qui avait été le vôtre. Et je voudrais que vous précisiez, est-ce que c'est un choix qui était a posteriori? Est-ce que c'est un choix qui a été contesté, si je crois comprendre vos propos aussi, par la procureure générale de l'époque? Est-ce qu'on vous a demandé de le modifier, de l'adapter? Quel a été le niveau de discussion sur cette question-là? En clair, est-ce que vous avez pleinement assumé votre rôle et vos décisions, quitte à en rendre compte, ce qui est un autre niveau? Ou est-ce que vous avez considéré que là, il y avait une forme de dérogation par rapport à votre liberté, celle que vous indiquez n'y avoir jamais dérogé finalement? J'ai souvenir d'un événement où l'avocat général, qu'on appelait l'avocat général central, m'avait demandé dans une affaire, parce que je suivais les affaires commerciales et nous ne sommes que partie jointe et nous donnons notre avis sur les affaires importantes qui venaient devant la cour d'appel, où l'avocat général central m'avait demandé de faire des observations dans un certain sens, que j'ai refusé de faire parce que c'était, à mon sens, ça n'était pas conforme au texte. C'était en matière de procédure collective. Et dans ces cas-là, je suis allée voir le procureur général de l'époque. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire ce qu'on me demande de faire, pas conforme, semble-t-il, conforme au texte. Ce serait parquet général se ridiculiserait. Et donc, voilà, mais envoyer quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Et finalement, le procureur général de l'époque m'a dit non, allez-y et faites comme vous entendez le faire. Donc, vous voyez, j'ai réglé cette question de cette façon. Pour le reste, oui, c'était une pression dans la mesure où je n'ai pas eu... j'ai décidé, dans cette affaire précise, de faire comme je faisais. Voilà, c'était une affaire qui était pour moi, comme toutes les autres affaires, une enquête préliminaire. Rien ne justifiait une information judiciaire. Et voilà, le procureur général n'était pas d'accord avec moi. Donc, il espérait probablement me convaincre en me faisant venir pour une réunion de travail dans son bureau,
réunion où elle était accompagnée de 2 ou 3 avocats généraux, d'ailleurs. Et j'avais pris également mes équipes et les personnes qui suivaient le dossier. Je n'étais pas toute seule. Non. J'avais pris les personnes qui suivaient qui suivaient le dossier avec moi. Et je lui ai dit non, en l'état, je ne changerai pas d'opinion. Peut-être qu'il faudra à un moment aller à l'ouverture d'informations judiciaires, mais ce sera quand je l'aurai décidé, parce que j'aurai des éléments pour le faire, puisque l'exercice et le choix procédural, c'est la responsabilité du procureur de la République. Enfin, tel que je lis les textes, c'est ça. Et donc voilà. Mais la pression, elle était dans le fait que, finalement, il y a certaines affaires qui défraient beaucoup la chronique et la presse. Et donc, le parquet général lit la presse, et dès qu'il y a un élément dans la presse, est-ce que vous pouvez me renseigner, me dire, et donc, ça demande pour les collègues qui suivent le dossier, et pour moi-même, beaucoup de tracas, alors qu'on doit se concentrer sur une affaire, l'analyse juridique, les relations avec la police qui ont été parfaites, enfin, pour rendre compte, toujours rendre compte. Et pourquoi ce luxe de précision et ce degré de précision ? Je crois que dans toutes les demandes qui m'ont été faites, il y en a eu de très très nombreuses, je les ai dans mon ordinateur, c'était énorme, une seule était accompagnée d'une demande de la direction des affaires criminelles qui demandait une actualisation du dossier. Bon, voilà. Mais toutes les autres demandes, c'était ressenti comme une énorme pression. Bon, dont je suis. Vous évoquez tout à l'heure, en poursuivant ce débat, le fait qu'il faudrait faire une séparation entre l'action publique et la politique pénale. C'est une notion qu'on peut parfaitement comprendre. Néanmoins, 2 questions. Est-ce que vous avez le sentiment que quand vous avez répondu d'une manière trop lourde, c'est votre explication aux remontées d'informations que vous faisiez en direction du procureur général, est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment quelconque, dans votre activité de procureur national financier, on n'a pas tenu compte de la loi de 2013 et de la circulaire de 2014 ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de la lourdeur, je dirais, systémique du système, on vous a demandé des choses que vous n'étiez pas ou vous n'auriez pas dû faire ? Pour faire la différence entre pression vécue et respect de la loi, comme vous le disiez tout à l'heure. Monsieur le rapporteur, la circulaire de 2014 est très claire. Elle dit, le garde des Sceaux doit avoir... Les procureurs de la République sont placés sous l'autorité de leur chef hiérarchique. Le procureur de la République financier est placé sous l'autorité du procureur général de Paris. Et on demandera des rapports particuliers dans tel était le cas. Donc, évidemment, dans les affaires qui concernent des élus ou des hommes politiques, on doit faire des rapports particuliers. Ensuite, moi, j'ai 2 expériences de procureurs généraux. Et leur concept... Pardonnez-moi, ma question est plus précise. Est-ce que vous avez été confronté à une situation où on vous demande d'avoir une action ou des réponses qui ne sont pas conformes à la loi ? Est-ce que ça a pu exister, par exemple, de vous demander des remontées de pièces est-ce que de vous demander dans des dossiers extrêmement sensibles dont vous avez eu la charge, est-ce qu'on vous a, à un moment quelconque, demandé les suites de procédures qui allaient venir dans tel ou tel domaine, ce qui ne serait pas inconcevable compte tenu de la nature des sujets que vous aviez à traiter? Non, j'ai jamais... mais quand on demandait une synthèse de chaque audition de personnes, on n'envoyait pas les procès-verbaux d'audition, mais c'est quand même, c'est une synthèse de chaque audition. Bon, voilà, ça peut s'assimiler. De ce point de vue-là, donc... on ne demande pas les pièces en tant que telles, mais on peut demander une synthèse des pièces. Bien sûr, les éléments. Mais qui peut comporter des éléments précis. Vous avez, il y a eu une perquisition. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou est-ce que vous pouvez nous donner les premiers éléments sur les actes qui ont eu lieu la veille, hier par exemple? Voilà, c'était une demande incessante. Mais j'ai 2 expériences différentes et
puisque j'ai eu 2 procureurs généraux. Le premier est parti en 2015, et tous les 2 n'avaient pas la même conception de leur fonction. C'est la raison pour laquelle je pense que chaque procureur général peut avoir une conception différente de son rôle. Et le système le permet. Et c'est ça qui n'est pas normal. En fait, je pense que les institutions ne doivent pas donner des signaux divergents selon les individus qui les animent, en fait. C'est un peu ça. Pour ça qu'il faut des règles. Il faut des règles qui soient écrites dans la loi. Qu'est-ce qui relève de la politique pénale? Qu'est-ce qui relève de l'action publique? Et voilà. C'est peut-être une remarque, votre dernière remarque est peut-être pas nécessairement très cohérente avec l'autonomie que vous professez et que vous avez indiqué tout à l'heure, y compris une sorte de courage individuel. Bon, mais, toujours sur les relations avec le procureur général, donc la lourdeur, vous disiez tout à l'heure, on nous demandait des indications sans savoir ni d'où elles venaient, ni pourquoi, ni la finalité. Fondamentalement, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit dans votre niveau de réponse? En quoi le procureur de la République, soumis à un pouvoir hiérarchique, on est à droit constant, là on ne parle pas de l'avenir, en quoi le procureur de la République devrait-il apporter une réponse adaptée à la nature de la demande qui peut vous échapper d'une certaine façon? Et c'est la logique du système. Expliquez un peu comment vous ressentez les choses. Monsieur le rapporteur, parce que ça peut... vous savez que les gardes des Sceaux, il est écrit dans la loi, ne peuvent pas donner d'instructions individuelles. Déjà, est-ce que de pouvoir renseigner la direction des affaires criminelles ou un garde des Sceaux, est-ce que ça n'est pas le protéger que de ne pas tout dire via dans un dossier? Si on ne sait pas quelle est l'origine de la demande et pourquoi, c'est pour répondre à la presse, pour répondre au Parlement, est-ce qu'on ne le protège pas en ne disant pas tout ce qu'il y a dans l'enquête? Vous voyez? Est-ce qu'on ne le protège pas? Est-ce qu'on ne protège pas voilà. Donc moi, ce n'est pas par désir de cacher. J'essaye de dire l'enquête est... Voilà, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, je pense que dans un système, dans une démocratie, on a besoin de transparence. Il faut pouvoir dire, bon ben voilà, on me demande, et ce qui serait beaucoup plus clair d'ailleurs, c'est qu'on pourrait le concevoir, que quand un garde des Sceaux arrive, il adresse une circulaire aux procureurs généraux, en disant, bon ben voilà, moi dans tel cas, je vous demanderai le renseignement sur des affaires, et je vous dirai pourquoi je vous les demande, quels en sont les motifs, parce que tout s'explique. C'est le fait de ne pas savoir qui jette le trouble et qui jette la suspicion. D'autant que dans le suivi de l'action publique, pour certaines affaires, je ne suis même pas sûre, certaines, que le contrôle de l'action publique qui a été exercé par le parquet général était exercé à la demande de la chancellerie. Mais le doute, comme il y a ce lien hiérarchique, tout est possible. Ça laisse planer le doute. Oui, je veux évidemment absolument pas faire référence à l'affaire marseillaise pour laquelle vous avez fait une allusion tout à l'heure sur la poursuite, mais je voudrais comprendre votre manière d'aborder les choses. On a effectivement un système qui, dans la phase d'enquête du moins, n'est pas contradictoire. C'est la règle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, mais on est encore dans un système inquisitoire et encore pas vraiment accusatoire en France, même si on peut penser que l'avenir modifiera les choses. Par ailleurs, on a aussi l'article 11. Donc on a un cadre qui est relativement contraint. Et vous avez vous-même exprimé tout à l'heure que vous souhaitiez pour autant avoir des rapports avec les avocats, ce qui peut s'entendre aussi, mais est-ce que vous pouvez mieux les qualifier, les caractériser? Comment vous pouvez avoir des rapports réels avec un avocat, avec ces 2 jalons qui sont extrêmement présents, extrêmement puissants? Comment vous avez fait, comment vous avez conçu votre rôle, sauf à dire des choses que vous n'auriez pas dû dire, ou finalement, à l'inverse, ne rien dire du tout pour ne pas rentrer dans une difficulté telle que vous l'avez d'ailleurs rencontrée. Soyez un peu précis sur cette question, merci. Monsieur le rapporteur, les relations avec les avocats sont nos premiers partenaires de justice. Et
pour moi, ils sont essentiels. Et je préfère de loin dans une procédure, quand les personnes qui sont suspectées ont des avocats qui peuvent venir nous voir, que d'une personne qui n'en a pas. Et c'est beaucoup, on est plus, je dirais, à armes égales, surtout dans l'enquête préliminaire. Et par ailleurs, je conçois mes relations avec les avocats, comme les juges d'instruction peuvent concevoir leurs relations avec les avocats. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau d'un juge d'instruction quand l'avocat vient le voir pour parler d'une affaire? Personne ne le sait. Donc, qu'un avocat, et je l'ai fait, et je peux dire que c'était le quotidien du PNF, que des avocats passent dans les bureaux des magistrats pour se renseigner sur une affaire, pour leur faire part des éléments en disant mon client a eu tel souci, tel ennui, il est dans tel état, est-ce que vous pouvez avancer l'enquête? On dit que ceci. Voilà, je trouve que c'est normal. C'est un dialogue. Après, les faits sont les faits. C'est essentiellement des demandes d'actes que font les avocats. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. On ne va pas changer les faits par Vous voyez? Et je pense que c'est la transparence. C'est la transparence. Je le dis d'autant plus volontiers que, en ce qui concerne le suivi de l'action publique à l'intérieur du parquet, le processus décisionnel était extrêmement clair. Personnellement, je ne suivais aucun dossier. J'avais aucun dossier que je suivais en propre. Je les suivais tous, ce que les collègues me faisaient remonter, mais tous les dossiers étaient confiés à des collègues. Je n'intervenais jamais, ni pour ralentir une enquête, ni pour l'accélérer, ni auprès des enquêtes. Jamais. Voilà. Je veillais simplement à ce que l'enquête soit cadencée et avance. Dernière question rapide. Vous avez évoqué le parquet européen, donc il est supposé être validé par le Parlement dans le cadre de la directive à bref délai. C'est le Covid qui a retardé les choses. J'ai cru comprendre que vous disiez que ça ouvrait une nouvelle voie, ça réformait d'une certaine façon notre mode de fonctionnement de la justice. Vous pouvez préciser votre sentiment là, sur ce point? Oui, bien sûr, puisque, comme vous le savez, le parquet européen sera un parquet autonome et indépendant. Il a été conçu comme tel. Hein. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Et donc, je pense que l'Europe est en avance sur la France, là, pour le coup, puisque le parquet sera un organe, une autorité vraiment complètement indépendante. Et je vois même une difficulté poindre, d'ailleurs, mais qui sera peut-être soumise au Conseil constitutionnel, pour les justiciables. Puisque vous savez que le parquet européen sera notamment compétent pour toutes les atteintes aux intérêts financiers de l'Union, et parmi lesquelles les fraudes à la TVA. Et les fraudes à la TVA, selon qu'elles seront, le préjudice sera supérieur ou inférieur à 10 millions, sera du ressort ou non du parquet européen. Donc, ça veut dire que les justiciables français qui auront commis des escroqueries à la TVA, pour lesquelles le préjudice sera inférieur à 10 millions, finalement feront l'objet d'une enquête diligentée par une autorité indépendante dont les conditions de nomination ne sont pas soumises au pouvoir exécutif et pas les autres. Je pense que ça va poser un problème. Il y aura un problème d'égalité du justiciable devant la loi. Je laisse la parole maintenant. Donc je pense que le parquet européen nous ouvre la voie. Oui, il risque de faire évoluer les mentalités dans chaque pays. Je laisse la parole à notre collègue Cécile Untermaier pour d'autres questions. Merci beaucoup. Vraiment, je trouve que cet entretien est extrêmement important. Il va nourrir, je pense, le rapport d'enquête parce que vous avez bien, je trouve, contextualisé l'indépendance. L'indépendance, elle s'inscrit dans la dépendance, ce que vous avez dit, avec cette question des moyens, cette question des nominations, cette question des carrières. Et c'est vrai que la loi n'est peut-être pas suffisamment précise et n'encadre pas suffisamment cela. Parce qu'un tribunal qui n'a pas de magistrat ou qui n'en a pas suffisamment, comment le magistrat exerce son indépendance quand il croule sous le stock de dossiers? Donc on a, je pense, peut-être à nous interroger sur les garde-fous, les garanties qui doivent être apportées à l'autorité ou le pouvoir judiciaire. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est toujours dans cette notion de moyens.
Avec la maladie Covid-19, vous savez que nous avons mené des actions qui ont fait en sorte que la surpopulation carcérale diminue notablement, et nous avons très peur que cette surpopulation, elle revienne très vite. Et la garde des Sceaux a fait une circulaire de régulation carcérale à l'attention des procureurs. Et je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure cela n'entachait pas finalement l'indépendance dans le choix des décisions des magistrats. Et je voulais avoir votre avis sur cette question. C'est une question de politique pénale, mais jusqu'où doit aller la politique pénale par rapport à l'utilité à ces moyens. Moi, je ne suis pas très inquiète de cela, mais je trouve qu'on a un besoin de clarification. Et toujours dans la clarification, on a l'impression que finalement, peut-être que le procureur général est un peu un surveillant général d'un procureur qui est sur une affaire particulièrement sensible et qui n'est pas là non plus encadré par le droit. Et que finalement, ces remontées d'informations, elles sont facilitées parce qu'elles ne sont pas normées. Et mon interrogation, c'était de savoir s'il ne fallait pas précisément donner un statut juridique aux interrogations que pourrait avoir un procureur général sur un procureur. De même, et je pense à l'affaire Urvoas, Jean-Jacques Urvoas, et à la remontée d'informations, et il avait, devant la Cour de justice de la République, demandé à ce que ces remontées d'informations aient un statut juridique, parce que c'était une feuille qu'il jetait dans sa poubelle après l'avoir lue. Je crois qu'on a, sur des choses extrêmement précieuses, qui relèvent du secret de l'enquête, qui relèvent de l'indépendance judiciaire, une approche assez brouillonne, finalement, des procédures et des protocoles. Alors, sans aller plus loin, parce qu'on constate bien qu'on monte les marches petit à petit, et que finalement, notre mode de fonctionnement, dans quelques années, apparaîtra moyenâgeux. Moi, j'en suis convaincue. Mais il faut monter les marches au rythme de ce que veut bien accepter peut-être nos gouvernants et peut-être la société. Mais sur ces points-là, je pense que c'est extrêmement important. Et ce procureur général, s'il est là simplement pour surveiller le procureur, quelle est l'utilité d'un procureur général? Donc, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur le procureur général, sur sa mission dans l'application de la politique pénale et dans la garantie de l'indépendance qui doit effectivement gouverner les magistrats? Voilà mes interrogations. Je partage ces interrogations. Moi, il me semble que le parquet général, sa mission première, c'est quand même d'être le représentant du ministère public devant la juridiction du deuxième degré, c'est-à-dire la cour d'appel, et puis peut-être la coordination de l'action des parquets de son ressort. Mais comme le parquet que je conduisais, le parquet national financier, était un parquet à compétence nationale, il n'y avait en fait rien à coordonner, puisqu'on a réussi à régler nos problèmes. Et la difficulté, c'est toujours, en fait, et on en revient toujours un peu à la même chose dans un État démocratique, c'est la transparence. Qu'est-ce qui nuit? C'est le défaut, le manque de transparence sur les processus décisionnels. Et ça nuit énormément au parquet, et le parquet est suspecté d'ailleurs, alors qu'en fait, tout doit pouvoir, pour moi, dans la gestion du parquet, tout pouvait s'exprimer clairement, mais on devrait être capable de dire, bon, ben voilà, j'ai une conférence de presse, ou je dois renseigner la presse sur tel point, ou je dois aller au Parlement sur tel point, je veux besoin d'une fiche pour me dire très rapidement, et pas d'un rapport de 10 pages pour dire, voilà. Là, moi, ça me poserait aucun problème. Le problème, c'est pas l'information, c'est le degré d'information et l'ingérence, si vous voulez, du parquet général au quotidien, dans l'action publique. Pardon ? La demande qui vous est faite, je présume que rien n'interdit au procureur général de dire « j'en ai besoin juste
pour une réponse flash, il me faut juste 3 mots pour tel truc, ou bien il me faut un rapport circonstancié de fond, et à partir de là, vous en déduisez assez naturellement le mode d'utilisation qui pourrait être fait. Ce genre de choses me paraît assez naturellement pouvoir être l'expression d'un procureur général, mais c'est jamais le cas. Si c'est le cas, monsieur le rapporteur, c'est le cas pour toutes les affaires qui n'ont pas de caractère politique. Je vais vous dire les choses très clairement. Voilà, dès lors qu'elles ont un caractère, voilà, qu'elles ont un caractère politique, enfin, je ne parle que de mon expérience. Hein, je ne veux pas parler pour les autres, un procureur, certainement pas. Mais mon expérience est celle-ci, quoi. Dès que l'affaire est vraiment particulièrement sensible parce qu'un élu ou une personnalité politique est mise en cause, vous avez voilà. Et moi, j'ai gardé toute la chaîne de messages que j'ai reçus dans certaines affaires. C'était des précisions, un degré de précision ahurissant, quoi. Politique, la machine se met en route. Vous n'avez, dans des affaires qui n'étaient pas politiques, jamais eu à constater ce niveau de pression. Parce que dans les autres affaires qui ont un caractère technique parfois particulier, comme la fraude fiscale complexe, les escroqueries à la TVA ou autres, on faisait un rapport. Moi, j'avais donné une pratique, j'avais une pratique, et on faisait à peu près un rapport annuel pour actualiser l'affaire, pour dire voilà où on en est, etc. Mais en fait, pour les affaires qui posent problème, le 1% des affaires qui posent problème, c'est les problèmes, les affaires qui mettent en cause une personnalité politique. Qui mettent en cause une personnalité politique, ou ça peut aller Ou un au-delà parti. quand il peut s'agir, par exemple, d'entreprises nationales et du coup d'un intérêt politique national pour telle ou telle entreprise qui pourrait être mis en cause dans le cadre d'une procédure. Est-ce que là aussi, vous avez pu avoir des demandes particulières où il y a vraiment deux catégories, quand il y a une personnalité politique et le reste? Il faut vous rappeler. Pour ce qui concerne les entreprises, oui, à très forte visibilité économique, oui, on nous demande parfois un rapport. C'était le cas dans l'affaire Airbus, hein, puisqu'elle est terminée, je peux en parler. On avait dit rendez-nous compte tous les 6 mois, donc ce que j'ai fait. Et parfois même, dans cette affaire, il m'est arrivé, moi, d'interroger le parquet général, parce que, notamment pour ce qui concernait l'application de la loi de blocage pour les données sensibles, on devait passer par la chancellerie et de demander l'appui demander au parquet général. Et j'aurais souhaité que la réactivité du parquet général soit aussi grande que celle qui me demandait quand il fallait que je lui réponde. Que posait Didier Paris, le procureur général, quel qu'il soit, n'en est pas venu à vous dicter une solution plutôt qu'une autre. Et c'est clair que l'indépendance qui vous appartient sur une affaire a été à tout moment protégée. Ce que vous dénoncez, c'est sans doute cette tracasserie quotidienne sur des dossiers extrêmement sensibles qui n'étaient quand même pas rien. C'est quand même des dossiers extrêmement inédits et majeurs et importants que vous aviez à traiter et qui relèvent peut-être simplement d'une fébrilité par rapport à une information qui bouge beaucoup, toutes les heures quasiment. Voilà. Et est-ce que dans ces conditions-là, on peut imaginer que le procureur général, dans son respect d'indépendance aussi, parce qu'il doit bien sûr conserver ces éléments, j'imagine, vers lui, était légitime à faire cause commune finalement avec le dossier extrêmement important que vous aviez à traiter. Écoutez, pour vous parler très, très librement, je n'ai pas eu le sentiment que nous faisions cause commune. Voilà, quand on vous demande pas d'heure en heure, mais 2 fois par jour ou tous les 2 jours et tous les 3 jours, et qu'on vous demande des réunions de travail, c'est pas forcément pour vous soutenir, pour vous dire vous avez raison, s'il y a un problème, n'hésitez pas, nous sommes là. C'est plutôt et pourquoi est-ce que vous avez fait ça, pourquoi, quelle option. Bon, mais non, la pression qu'on peut ressentir, elle ne se traduit pas, bien sûr, par des instructions individuelles, puisque ça n'est pas possible.
Mais je crois que je le paye très cher aujourd'hui, cette manifestation d'indépendance. Et surtout, c'était mon dernier poste. Pratiquement, c'était... Voilà. Et je pense que ma position était peut-être plus facile que si j'avais été un plus jeune procureur, parce que sinon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous refusez finalement d'aller dans le sens qu'on vous conseille ou qu'on vous engage, est-ce qu'à un moment, votre carrière n'en pâtira pas? Tout est là, puisque le pouvoir de nomination, il est dans les mains du pouvoir exécutif. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait modifier le CSM et transférer tout ce qui concerne la nomination des magistrats du parquet devrait relever du CSM. Toute la carrière des magistrats devrait relever entièrement du CSM. J'ai sans doute une dernière question. Il s'agit des relations entre le parquet national financier, et les moyens de police judiciaire. Je dis les moyens puisque à la fois ceux des offices centraux, ceux de la PJ éventuellement, police judiciaire parisienne, ceux de la PP, la préfecture de police, ceux de la gendarmerie nationale. De toute façon, les procureurs ont à leurs moyens tous les moyens de police judiciaire, où qu'ils soient situés dans la police nationale ou la gendarmerie nationale. Le parquet national financier est plutôt en binôme avec l'OCLIF, sur la plupart des dossiers, mais pas tous, mais sur la plupart. Est-ce que vous avez eu des difficultés liées à l'indépendance avec ces offices centraux, de remontée d'informations peut-être plus rapide du côté du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas la même normalisation, comme on a pu le remarquer dans nos auditions, que du côté ministère de la Justice? Est-ce que vous avez pu manquer de moyens sur des affaires ou sur des enquêtes? J'ai souvenir dans des auditions précédentes que nous avions pu nous rencontrer, que le dossier Airbus notamment, dont on a parlé, on n'avait pas forcément les mêmes moyens que nos homologues anglais ou américains sur le même fond de l'affaire, ce qui peut avoir des problématiques derrière en plus judiciaires et de rapports de force diplomatiques entre les uns et les autres. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un peu justement les rapports avec la police judiciaire. Est-ce que c'est toujours aussi facile? Le parquet national financier travaille avec 4 services principalement. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, la brigade de répression de la délinquance économique, qui dépend de la préfecture de police de Paris, un peu la gendarmerie nationale et le service national de douane judiciaire, surtout pour les escroqueries à la TVA. Je n'ai qu'à me louer des relations et du travail effectué par ces services, en particulier l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La difficulté que nous avons éprouvée, c'est que cet office, lorsque le parquet c'est un office central. Bon, déjà, il ne travaillait pas que pour le parquet national financier. Nous lui confions à peu près, je crois que c'est dans ce 60%, je crois, de nos affaires. J'ai trouvé que la police judiciaire était d'une loyauté absolument parfaite. Là, je n'ai jamais eu en termes d'indépendance. Au contraire, on avait des relations extrêmement confiantes, loyales, sincères, transparentes, je dirais. Jamais eu la moindre difficulté avec les deux services. La difficulté, c'était le manque d'effectifs, puisque lorsque nous sommes arrivés, je crois que l'office comprenait 93 ou 95 personnes, et que, alors que nos saisines augmentaient, eux diminuaient en effectifs. Et un problème de fidélisation de leurs effectifs et de spécialisation. Mais ensuite, bon, j'étais allée voir, je me suis beaucoup déplacée, j'étais allée voir le directeur central de la police judiciaire, qui était Madame Balesrazi. Je lui avais fait part de mes inquiétudes, de nos difficultés. Elle avait tenu compte, elle avait fait en sorte... Enfin, ce qu'il faut, c'est sanctuariser parce que, évidemment, le parquet a été créé en 2014. En 2015, il y a eu tous les problèmes liés au terrorisme. Et donc, les effectifs de la police, ils ont été utilisés au maximum. Et voilà, il n'y avait rien à dire, mais nos enquêtes, certaines de nos enquêtes ont stagné. Alors, même si on essayait de prioriser les enquêtes,
les dossiers. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité de sanctuariser les effectifs en matière économique et financière, que ce soit pour la brigade, pour la BRDE, donc pour la préfecture de police, ou pour l'Office central. Il faut sanctuariser les effectifs. Dès que quelqu'un part, il faut qu'il soit remplacé. Parce qu'on a besoin. C'est eux qui au quotidien, travaillent sur nos enquêtes. Même avec de nouvelles méthodes d'enquête, puisqu'on avait commencé, nous, à initier en faisant des analyses précises des faits avant même d'envoyer en enquête, essayer d'avoir des méthodes nouvelles, il faut sanctuariser ces effectifs. Dans un monde idéal, évidemment, et parce que la matière économique et financière est particulière, il serait pas mal, comme le parquet national anticorruption espagnol, qu'on puisse avoir dans un même service les magistrats, les policiers, les fiscalistes. Mais bon, voilà, c'est un monde idéal. J'entends bien, je vois que Cécile Untermeyer veut poser une dernière question, et puis après, on reçoit les greffiers. Très rapidement, parce que je souhaite profiter au maximum de votre présence et vous demander si vous avez des relations avec le tribunal de commerce, et notamment le tribunal de commerce de Paris, donc, mais tous, puisque vous avez une compétence nationale. Et nous avons entendu la semaine dernière les juges consulaires qui ont beaucoup progressé dans la déontologie, dans les questions de proximité, de conflit d'intérêts. Et je voulais savoir comment vous aviez pu constater la collaboration avec les tribunaux de commerce et s'il y avait des observations que vous souhaitiez faire à ce sujet. Je connais bien les tribunaux de commerce, puisque une partie de ma carrière au parquet, lorsque j'étais à Versailles d'abord, puis ensuite à Paris, j'ai représenté pendant plusieurs années le ministère public auprès de ces deux tribunaux de commerce, celui de Versailles d'abord, celui de Paris. J'ai beaucoup appris et j'ai un grand respect pour les juges consulaires et pour leur professionnalisme. Je n'ai pas eu l'occasion, dans le cadre des fonctions du parquet financier, j'avais de bonnes relations avec le président du tribunal de commerce qui, de façon dynamique, nous invitait aux audiences de rentrée, éventuellement à des manifestations, des rencontres juridiques. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait eu besoin d'avoir de relations. Parce que vous savez, les atteintes à la probité, la fraude fiscale et les délits boursiers, finalement, ça ne nécessitait pas, et si jamais c'était le parquet de Paris qui nous aurait transmis, voilà, c'est le parquet de Paris qui nous aurait transmis des éléments, parce que l'interlocuteur naturel du tribunal de commerce de Paris, par exemple, c'est le parquet de Paris, qui a d'ailleurs, qui est représenté devant le tribunal de commerce par un de ses magistrats. Bien, je vous remercie. Notre audition touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup, Madame Eliane Houlette, pour vos réponses nourries d'exemples multiples qui nous ont permis de mieux saisir le fonctionnement si particulier du parquet national financier, mais si emblématique au regard de beaucoup d'enjeux et de réflexions que nous avons dans cette commission d'enquête. Merci à vous.